Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes souvent au théâtre un homme de l'ombre, ce qui ne vous a jamais empêché de trouver votre place au soleil. Vos pièces affichent complet pendant des centaines de représentations. Seuls les Molières se montrent envers vous particulièrement avares. Bonjour José Paul. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes un metteur en scène, comédien, avec des tas d'histoires qui sont arrivées dans votre vie qu'on va évoquer. C'est le principe des clés d'une vie. Et l'actualité, c'est à la fois une idée géniale qui est au Théâtre des Variétés et qui triomphe depuis des mois et des mois. Et puis, il y a aussi Mon jour de chance, une pièce de Patrick Hautecoeur. Et puis, à Toulouse, il y a encore Je n'aime que toi, une pièce que vous aviez travaillée avec Sébastien Castro. Oui, J'ai envie de toi. Ouais, J'ai envie de toi, oui. C'était la première pièce de Sébastien que j'avais mis en scène et qu'on avait joué au Théâtre Fontaine à l'époque. Alors, on va évoquer votre carrière à travers des dates clés, c'est le principe de l'émission. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 10 novembre 1988. Écoutez ce générique. La classe, c'est à la queue leu, ça a fait la fortune d'André Bézu, qui était attaché de presse de films comme Les Valseuses et qui a débuté comme comédien en jouant Shakespeare et Mirabeau et Marivaux. Comme quoi. Comme quoi, on peut changer. Alors, c'est votre première apparition dans un sketch qui s'appelle Mauvaise rencontre. Alors là, j'en ai fait 200. Voilà. Donc celui-là, je l'ai un peu oublié. C'est le premier. Ah, c'est le premier, d'accord. Et vous êtes en duo avec Alain Goisan. Absolument. Qui a travaillé beaucoup avec vous. Et dont la première télé, d'ailleurs, était au Théâtre Ce Soir de La Biche. Oui, moi. En 78. Absolument, tout à fait. Alors, l'arrivée dans la classe, c'est quand même un événement parce qu'il y avait Michel Larocque, Muriel Robin qui débutait et quelques autres. Comment êtes-vous arrivé là-dedans, José Paul ? Tout à fait par hasard, en fait. C'est parce que j'avais failli faire déjà le petit théâtre de Bouvard, avec Isabelle de Botton. Et puis, j'en avais pas très envie. Donc, et quelques années plus tard, Alain Goisan, donc avec qui je jouais souvent au Café Théâtre, pas beaucoup même, au Blanc-Manteau et dans d'autres lieux emblématiques du café-théâtre à l'époque, avait très envie d'une reconnaissance, enfin voilà, qu'on soit un tout petit peu plus populaire. Donc il m'avait demandé de faire l'émission avec lui. Dans un premier temps, j'ai refusé, et puis il l'a fait avec un autre acteur, mais en fait, toute l'équipe de la classe qui avait l'habitude de nous voir au café-théâtre ont demandé à ce que je vienne aussi avec Alain. Donc du coup, pendant 3 ans, j'ai fait avec lui cette émission. Mais en fait, il n'y avait pas de volonté de ma part de la faire, et puis on s'est bien amusé pendant 3 ans. Hein. J'ai aucun regret par rapport à ça. Oui, la classe, au départ, c'est une des Guy Lux qui avait fait la maquette. Absolument. Et qui a cédé sa place à Fabrice, qui a fait de la télévision pour la première fois de sa vie et qui a fait un triomphe avec cette émission. Ah oui, un gros succès. Oui, il était très à l'aise. Et puis, ce qui était agréable avec Fabrice, c'est qu'il aimait le théâtre. Oui. Vu ses origines. Il y a 2 pères, vous savez. Oui. Il a René Simon oui, et puis son père adoptif qui est Maurice Bessy, journaliste, qui a été directeur du Festival de Cannes. Absolument. Donc c'était très agréable en fait de travailler sous le regard de Fabrice, parce qu'il avait une empathie pour nous, acteurs de théâtre. Alors il se trouve quand même que 200 sketchs, dont un par jour quelquefois, c'est pas simple, José Paul. Non, alors la chance qu'on avait, c'est qu'on avait tout un pôle d'auteurs qui écrivaient pour Alain et moi. Le plus compliqué, c'était en fait d'apprendre tous ces sketchs régulièrement. On en faisait des fois 4 par semaine, donc c'était assez lourd, mais bon, on était jeunes. C'était le moment de le faire et on l'a fait. Voilà. Et il y avait Muriel Robin, Michel Larocque, que personne ne connaissait à l'époque. Non, Michel Larocque, avec qui j'ai travaillé ensuite, puisqu'on avait joué une pièce qui s'appelait La Drague au Théâtre Tristan Bernard. Et puis Muriel, il y avait toute une équipe, Jean-Marie Bigard, Lagaffe, enfin tous ces gens emblématiques de cette époque-là. Mais il y avait une ambiance, plutôt une très bonne ambiance. Enfin, il y avait une empathie envers les uns et les autres. Voilà, le but, c'était de faire la meilleure émission possible, quoi. Oui, c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Quand on voit à la télé ce genre d'émission, ça manque, José Paul. Ah oui, c'était... moi, je me souviens des chiffres qui étaient surréalistes. On faisait quand même 7 millions d'audimat tous les soirs, quoi. À 20h. À 20h. Mais moi, je voyais bien, même dans la rue, ma vie a changé. Hein. Ah bon? Ah oui. Puis c'était des jeunes qui regardaient beaucoup, des très jeunes, quoi. Donc c'était un peu compliqué. On était à l'époque des rockstars. C'était incroyable. Nous, on faisait des galas en province et on jouait devant 2000 ou 3000 personnes. C'était tout à fait surprenant. Mais malgré tout, c'était pas ce que j'avais envie de faire.
Voilà, ça a été un passage que je ne regrette pas, mais mon envie était de faire du théâtre. Voilà. Alors le théâtre, ça a commencé beaucoup plus discrètement que devant en 2000 personnes. Oui. Au théâtre des Blancs-Manteaux, c'était Les Sacrés Monstres de Roland Dubillard qui a été important parce que je crois que c'est là que vous avez rencontré Alain Goison. Absolument. On était ensemble élèves chez Jean-Laurent Cochet. Et on s'est très vite entendu tant humainement qu'artistiquement. En fait, il y avait, vous savez ce que c'est quand tout d'un coup il y a un couple qui se forme comme ça naturellement. Et puis moi j'avais vu à la télévision à l'époque, il y avait une émission de José Arthur qui s'appelait Le Petit Théâtre de José Arthur. Et je crois que c'était, je me souviens plus très bien. Je crois qu'il y avait Claude Pieplu et Roland Dubillard. Oui. Et j'avais été fasciné par l'écriture de Roland Dubillard. Et j'ai beaucoup joué Roland Dubillard. Et c'est comme ça qu'avec Alain je dis allez, on se lance, on fait ces fameux dialogues et autres interventions à deux voix, et on s'est régalé. C'est une écriture absolument incroyable, d'une modernité, d'une fantaisie. C'était un bonheur, un vrai bonheur. Et vous parlez de José Arthur. Il se trouve qu'au départ, le théâtre s'appelait La Pizza du Marais. Et quand la salle de théâtre a été ouverte, José Arthur a dit on ne peut pas appeler un théâtre La Pizza du Marais. Et c'est lui qui a trouvé le titre et le nom des Blancs-Manteaux. Eh ben alors ça, vous voyez, je l'ignorais. Comme quoi, j'ai bien fait de venir. Alors, vous aviez déjà joué dans des bulles dans l'encrier de Robert Boudet. Oui, ça c'était mon premier gros succès au Café Théâtre. Ça, on l'a joué pendant 2 ans avec toute une équipe d'acteurs, tous des élèves de Jean-Laurent Cochet, en fait. Voilà. Et Robert Boudet, c'était un auteur de livres pour enfants au départ. Absolument, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Absolument. Et on avait pris des tas enfin, c'était un spectacle un peu foutraque, mais j'avais trouvé une ligne conductrice par rapport à tous ces textes. Et puis oui, bon, bah, ça a été notre premier gros succès au Café Théâtre. C'est comme ça qu'on a commencé à exister. Et la découverte du théâtre pour vous, José Paul, je crois que c'était la Comédie Française, quand vous avez vu Ruy Blas avec Michel Etcheverry. Absolument. Ça a été un choc. C'est ma grand-mère qui m'a emmené pour la première fois au théâtre. C'était donc Raymond Rouleau qui avait mis en scène Ruy Blas. Il y avait Robert Etcheverry, Michel Etcheverry, pardon. Oui. Jean Piat. Il y avait une distribution absolument éblouissante, un décor et une mise en scène incroyable. Et ce jour-là, j'ai eu le choc. Je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Vous étiez tout petit encore. J'avais 8 ans. Voilà. Oui. Il se trouve que Michel Etcheverry, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Il a passé 23 ans à la Comédie Française. Il avait débuté comme régisseur de Louis Jouvet avant d'entrer dans sa troupe. Et surtout, il a été instituteur en 40 et il a été viré parce qu'il a refusé d'apprendre aux enfants Maréchal nous voilà. Ah, mais ça ne m'étonne pas. Un très grand acteur. Un très grand acteur. Alors, le théâtre, quand même, vous êtes dans une famille, vous avez grandi dans une famille où la musique et le théâtre comptaient, José Paul. Voilà, il y avait 2 parts dans ma famille. Mon père qui était ouvrier boulanger, mon grand-père qui était ouvrier imprimeur. Et puis, du côté féminin, en effet, ma grand-mère était premier violon et ma tante, elle, était choriste à l'opéra. Donc, voilà, j'ai eu ces deux éducations et qui ont été, pour moi, en tout cas, extrêmement importantes. Et quand vous avez décidé de tenter votre chance à l'école de théâtre, personne n'a dit non. Personne n'a dit non, mais tout le monde avait peur dans ma famille. Et ils avaient raison parce que vous avez échoué dans toutes les écoles. Absolument. J'ai échoué au conservatoire, à la rue Blanche, à la classe libre de chez Florent. Oui, c'est ma carrière a démarré sur une suite d'échecs. Mais comment ça se fait ? Oh, ça s'est joué à rien. Au conservatoire, je l'ai passé 3 fois. Oui, et les 3 fois, j'ai été au dernier tour. Oui. J'étais dans les derniers. Et puis, bon, et c'est comme ça que j'ai échoué au Café Théâtre. Oui, parce qu'au départ, votre rêve, José Paul, c'était la Comédie Française. Puisque c'est là que tout a démarré pour moi, oui, bien sûr. Et votre culture théâtrale, vous l'avez faite en devenant contrôleur au Théâtre de la Michaudière. Absolument. Alors, vous savez tout. Oui. Pendant 3 ans, j'étais à la Michaudière. Et là, c'était merveilleux pour moi parce que j'ai croisé tous ces merveilleux acteurs. Robert Hirsch, en particulier, quand j'ai démarré, il jouait les Papas naissent dans les armoires. Je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais jouer avec lui. Et puis que des acteurs, François Perrier, Daniel Auteuil, enfin, que des acteurs merveilleux. Et pour moi, ça a été Jean Poiret, Pierre Mondy, évidemment, avec qui j'ai tourné ensuite. Mais j'ai pu côtoyer tous ces gens-là et c'était extrêmement enrichissant. Oui, François Perrier qui avait dirigé à une époque le Théâtre de la Michaudière. Absolument. Avec Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Et chaque fois qu'Yvonne Printemps apparaissait pour engueuler Pierre Freinet, il se cachait. Oui, ça c'est sûr. Vous avez même aussi rencontré, je crois, Maria Pacôme. Oui, quand elle jouait Joyeuse Pâques, elle était absolument merveilleuse, éblouissante. Je me rappelle parce qu'elle le jouait depuis un certain temps, comme moi avec l'idée géniale. Oui. Elle n'en pouvait plus. Je lui disais, mais moins vous en pouvez, Maria, plus vous êtes rayonnante et magnifique sur scène. Et elle continuait sans problème.
Ben, sans problème. Elle bien était sûr. cabotine. Hein. Ah oui, mais elle était merveilleuse dans ce spectacle parce elle était d'une retenue, mais ça fonctionnait merveilleusement bien. Oui, et en même temps, moi je me souviens d'une Noire se va si bien avec Jean Le Poulain, où c'était un numéro de musical, c'était à qui serait le plus cabot des deux. Absolument, ah oui. Et il y avait aussi une loge Yvonne Printemps, vous vous en souvenez, au théâtre de la Michaudière. Non. Il y avait une loge Yvonne Printemps que Jacques Trépineau, le directeur, avait reconstruit. On arrivait et Oui. tout l'univers de Pierre Freinet d'Yvonne Printemps était dedans. Ah, c'est merveilleux. Vous n'avez pas eu accès à ça? Mais non, j'ai pas eu accès. Ce qui était drôle, c'est que j'ai travaillé comme contrôleur sous les ordres justement de Jacques Trépineau. Ah oui. Et puis 30 ans plus tard, je suis revenu à la Michaudière pour jouer cette fois-ci le dîner de con. Mais en même temps, il y avait le contrôleur et il y avait l'acteur, car après la Michaudière, vous alliez jouer. C'était l'avantage d'être contrôleur. Je faisais tout le dimanche. Le dimanche, je faisais toute la journée au théâtre de la Michaudière parce qu'à l'époque, il faut savoir que les pièces ne se jouaient pas le samedi en matinée, mais elles se jouaient le dimanche en matinée et à 18h30. Voilà. Et donc, moi, je faisais toutes mes gardes ce jour-là, ce qui fait que la semaine, après avoir fait rentrer le public, ben, je repartais au Blanc-Manteau pour aller jouer. Oui, et vous avez joué une pièce qui ne vous correspond pas du tout à cette époque, c'est on fait ça pour l'argent. Parce Oui, qu'au théâtre, absolument. on ne faisait pas pour l'argent. Non, surtout au café-théâtre. C'est-à-dire que vraiment, il fallait se débrouiller avec des bouts de ficelle. Oui, mais ça permet d'ouvrir aussi l'imagination. Non, c'est bien, c'est très bien. C'est la meilleure école. Bah oui, bien entendu. Puis même la proximité avec le public aussi, qui est très exigeant. Puis on le ressent au théâtre, même si on est proche du public, il y a quand même une forme de mur entre lui et nous. Pas au café-théâtre. Au café-théâtre, on est dans la fosse. Voilà, ça c'était les débuts. Après, il s'est passé d'autres choses. Et il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 1er mai 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec José Paul. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Paul. Nous parlerons tout à l'heure de Une idée géniale et également de Mon jour de chance, votre actualité. Mais on en revient à votre parcours de comédien et de metteur en scène. Le 1er mai 1997, ça vous dit quelque chose? Écoutez. Le 19e épisode des Cordiers, le 4e de la saison 4, l'adieu au drapeau, et vous arrivez dans le rôle de l'inspecteur Lambert. Ah oui, bah oui, je savais pas que c'était, voilà, pour moi le 1er mai, c'était du travail. C'est la diffusion. Mais voilà, oui, tout à fait, la première diffusion, oui, j'imagine. Oui. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Un casting. Tout J'ai simplement. passé des essais et puis j'ai été pris pour jouer le rôle. Voilà, c'était voilà, je m'y attendais pas vraiment parce que la série marchait déjà très bien quand je suis arrivé à la série. Et puis ça a été 3 ans de bonheur avec Pierre Mondy. En fait, vous avez remplacé le lieutenant Dumas, je crois, qui disparaissait. Possible, oui. Et l'épisode donc qui est l'adieu au drapeau, ce sont 2 lieutenants dans un régiment d'élite qui arrivent à Paris en train, et l'un d'eux arrive, il est mort. Oui. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça, vous allez enquêter. Et Pierre Mondy, finalement, vous le retrouvez parce qu'il vous avait fasciné dans Joyeuse Pâques. Oui, parce que à l'époque, il avait repris le rôle de Jean Poiret au théâtre de la Michaudière. Évidemment, moi, j'allais voir souvent la pièce parce que j'étais assez envoûté par ce qui se passait sur le plateau, donc j'apprenais beaucoup. Et puis, je l'ai vu aussi, Pierre, je l'ai vu aussi travailler. Quand il y avait, je me rappelle, quand il y avait justement la pièce avec François Perrier, je l'ai vu faire des raccords, donc j'étais très attentif. Et puis ça a été un bonheur quand on a tourné ensemble, puisque évidemment il y avait des tas de choses qui nous rejoignaient l'un et l'autre. Donc on avait cette culture et puis cette envie, puis cette passion du théâtre. Il se souvenait de vous à la Michaudière? Non. Pas du tout. Non, on en a parlé, on en a ri, mais non, il ne se souvenait pas de moi, non. Mais Pierre Mondy, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier à avoir mis en scène La Cage aux Folles, Absolument. à l'époque où personne n'y croyait. Ah non. Jean-Michel Rouzière, le directeur, a failli arrêter à la 30e représentation parce que ça ne marchait pas. Ah, je ne savais pas que ça avait démarré difficilement. Ah, difficilement. Par contre. Ah, oui. Et quelques jours avant la fin, miracle, le téléphone a commencé à sonner par le bouche à oreille, car les critiques avaient été désastreuses. Oui, mais ça, je me rappelle aussi des palmes de Monsieur Schutz qui avait monté Gérard Caillot. Oui. Et ça a été terrible pendant 2 mois. Et on lui a tous dit de s'accrocher, qu'il allait se passer quelque chose. Oui. Mais c'était terrible. Et puis c'est parti. Oui, et c'est parti là. et je crois que c'était la 70e représentation que ça a commencé, et ils en ont fait 1500 à Paris. Oui. Ça valait le coup d'attendre. Oui. Alors, arriver dans une équipe des Cordiers qui est déjà bien rodée, c'est pas compliqué? J'ai eu un petit peu peur au départ, mais c'est toute l'humanité, tout le talent de Pierre Mondy.
C'est-à-dire qu'il m'a tout de suite accueilli de façon fraternelle. Enfin, non, voilà, j'ai eu peur, mais en fait, j'ai très vite été rassuré. Et puis, de fait, bon, c'était un bonheur pendant ces 3 ans. Vous connaissiez la série? Vous l'aviez vue? Je l'avais, oui, vaguement vu. Je savais qu'elle existait. À partir du moment où j'ai su que j'étais engagé dedans, j'ai regardé. Voilà, je connaissais la série. Oui, c'était évidemment aussi pareil. C'était un gros succès. On faisait 10 millions tous les soirs. Voilà. Et ça a été créé par Alain Page, qui a commencé comme auteur de romans policiers avec Spécial Police et qui a fait 2 romans adaptés au cinéma qui ont été des succès. C'est La Piscine et Ciao Pantin. Oui. C'est pas n'importe quoi. Pas des moindres. Non. Alors, finalement, ça évolue votre personnage pendant les 3 saisons où vous allez être là. C'est-à-dire que vous devenez lieutenant. Je deviens lieutenant. Surtout qu'au départ, ils avaient écrit le rôle pour un inspecteur qui était un as de la voiture. Oui. Mais je n'avais pas mon permis. Donc ça démarrait très mal. Donc j'ai passé mon permis. Et puis au fur et à mesure, mon personnage a évolué. Et je suis devenu plutôt un personnage un peu victime. Quelqu'un qui fait beaucoup de gaffes. Donc le personnage s'est orienté vers la comédie. Et c'est là où j'ai pris du plaisir. Et je n'étais pas le seul parce que Pierre en prenait aussi beaucoup. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que d'engueuler quelqu'un qui fait que des bêtises. Et là encore, côté populaire, ça s'est bien passé. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Je vous dis, chaque passage c'était autour de 10 millions. Le dernier épisode, lorsque je suis assassiné, 12 millions de téléspectateurs regardaient. C'est une autre époque. Et pourquoi avoir été assassiné? Pourquoi être parti, José Paul? Parce que j'avais fait le tour. Et puis, je vais dire, il y a une chose importante pour moi, c'était le théâtre. Et c'était très difficile pour moi, en fait, de jouer à l'époque. Je me rappelle, j'ai joué Colombe, c'était une pièce assez longue d'Anouilh aux Champs-Élysées. Et je dormais 3-4 heures par nuit. À 5 heures du matin, j'ai été levé. Je tournais toute la journée, le soir. Et ma passion, c'est le théâtre. Ça n'a jamais été l'image. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est d'être sur un plateau. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai voulu partir. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte, j'avais signé un contrat de 3 ans. D'accord. Donc, on m'a dit, non, il y a encore une année à faire. Donc, je l'ai fait avec plaisir. Il y avait pas de, mais je savais qu'il y a un moment, c'est comme la classe. J'ai arrêté au bout de 3 ans. Voilà, il y a un moment, je sais ce que je voulais faire. Voilà. Et il y avait aussi Charlotte Valandré qui nous manque. Absolument. Ouais. Elle était rayonnante sur les Cordiers. Mais oui, elle l'était véritablement. Alors, il y a eu ensuite d'autres émissions de télévision, d'autres séries, mais la première série de télévision, c'était dans une série qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelait Sexy Zap, qui n'avait rien à voir avec les Cordiers. Ah oui, non, ça c'était une affaire financière en ce qui me concerne. Voilà, oui, j'étais pas très riche. Et lorsqu'on m'a proposé de faire ça, je dis allez. J'avais commencé avec Artus de Penguin, qui hélas n'est plus là, qui avait réalisé justement plein de petits sketchs pour cette émission. Et puis quand ils m'ont rappelé quelques années plus tard, alors on en parle beaucoup en sachant que j'ai tourné 3 jours. Oui. C'est-à-dire que juste 3 jours de tournage et on continue à me parler de cette émission. Mais oui, parce que c'était sexy, c'était une parodie de la télé des années 90. Absolument, tout à fait. Et il y avait la classe qui devenait le cours, Fort Boyard qui devenait Fort Gaillard, et Tourner Manège, c'est Tourner Désir. Oui, voilà, c'est ça exactement. Et puis il y avait quelques actrices affriolantes. Absolument, oui, c'était pas désagréable. Et vous avez tourné quel rôle? Alors c'était Alain Discret. Oui, c'est ça. Je me souviens. Voilà, j'entrais dans les maisons et j'allais interviewer des couples coquins. Voilà. Et après, ça marque aussi ce genre de choses. On vous en parle dans la rue, non? Ah oui, bien sûr. Mais c'est les 3 choses dont on me parle. C'était justement cette émission, c'était évidemment la classe et évidemment les Cordiers. Voilà. Alors il y a eu d'autres apparitions plus courtes parce que toutes les séries récurrentes comme Joséphine, Ange Gardien, Camping Paradis, vous avez régulièrement participé, José Paul. Oui, j'en ai fait. Mais c'est toujours, voilà, c'était pas une envie profonde. Enfin, je vais pas dire que c'était pour faire plaisir à mon agent, mais un peu pour ça, voilà. J'ai jamais éprouvé un plaisir fou. Alors c'était toujours très agréable parce que j'ai eu la chance de travailler qu'avec des gens agréables. Je me rappelle aussi quand j'ai fait Le Sang de la Vigne avec Pierre Arditi, j'étais trop heureux d'être le partenaire de Pierre Arditi. Donc il y avait ce plaisir-là, mais pour moi il n'était pas comparable à celui d'être sur un plateau. Avec Arditi, il y avait le vin aussi, l'amour du vin. Le Sang de la Vigne. Exactement. Voilà. Alors il se trouve aussi que vous avez eu le privilège de travailler avec Jean-Paul Belmondo au cinéma, d'être son fils. Mais non.
Alors ça, c'est une erreur. Ah bon? Mais oui, ça c'est une erreur. C'est, je sais bien. C'était Le Magnifique. Le Magnifique. Oui, oui, on m'en parle beaucoup. Et en fait, non, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble. C'est fou. Mais oui, j'aurais adoré être aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Oui. Mais ça, en fait, oui, oui. Je sais que sur Internet, ils en parlent et Partout. Mais Alors, oui. on vous attribue ce film Le Magnifique. Absolument, tout à fait. Vous voyez, je vous dis la vérité. Ben voilà, comme ça, on rétablit. Voilà, on profite de cette émission pour établir la vérité. Non, je n'étais pas le fils de Belmondo dans Le Magnifique. Parlons vrai, le slogan de Sud Radio, donc on dit la vérité toujours ici. Absolument. Alors, il y a eu quand même aussi le remake de L'Emmerdeur avec Patrick Timsit. Oui, tout à fait. Ça, c'était une autre aventure. Vous étiez un photographe, je crois, dedans. Absolument, oui. C'était peu de choses. C'était deux petites scènes avec c'était évidemment Francis Weber qui avait réalisé là ce coup-ci le film, quoi. Francis Weber avec qui j'ai retravaillé ensuite. Bien parce que sûr. j'ai fait le dîner de con. Oui. Mais ce film, d'ailleurs, a été un échec parce que 35 ans après, le remake d'un film aussi culte que L'Emmerdeur, ça n'a pas marché alors Non. que la pièce au théâtre a marché. Absolument. Mais il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est le film avec Ventura et Brel est resté chez les gens comme le film essentiel. Enfin, voilà. Après, c'est très compliqué. On l'a déjà vu au théâtre ou au cinéma, d'essayer de refaire des choses. On se dit mais non. Le souvenir qu'on a, il est impérissable. Il est trop fort. Donc oui, c'était sûrement une erreur de faire ce remake. Et il l'a reconnu, Francis Weber. Oui, ça prouve son honnêteté. Absolument. Alors, il y a eu quand même aussi un film dont on doit vous parler aussi, c'est 2 jours à tuer de Jean Becker. Oui, c'était. Alors ça, c'est assez amusant. Enfin, c'est assez amusant, c'est que en fait, je devais pas jouer ce rôle que j'ai fait au cinéma. C'était Guillaume de Tonquédec, comme quoi, qui devait faire ce rôle-là. Mais comme ce rôle-là était un peu plus long au niveau des journées de tournage, Guillaume avait une impossibilité. Et donc Guillaume m'a appelé en me disant, José, est-ce que ça t'ennuie que je fasse ton rôle et que tu me fasses le mien? Moi, je dis, bah, écoute, très bien, Guillaume, faisons ça. Mais je dis, est-ce que le réalisateur, quand même, est d'accord? Et il me dit, oui, j'en ai parlé. Alors, je dis, bon, bah, très bien. La seule chose, c'est que j'ai fait ce film. Donc, en effet, j'ai eu, je sais plus, une dizaine de journées de tournage. Ouais. Mais je tournais à, je sais plus, 60 km de Paris. Donc, je me levais encore tôt. Enfin, bon, bref. Et telle n'a pas été ma surprise, un matin, de me lever, de sortir de chez moi, mais vraiment de chez moi, et de voir en face de chez moi, Guillaume en train de tourner ce que j'aurais dû tourner moi. Voilà. Là, c'était à 1 minute à pied de chez moi. Voilà. Oui, c'est... Bon, ça c'est pour l'anecdote, mais en même temps... C'est pour l'anecdote. Mais j'ai pris un plaisir fou. Puis c'était incroyable, parce que le nombre d'acteurs, il y avait cette fameuse scène autour de la table, on était une douzaine d'acteurs, et pas des moindres. Et non, c'est un grand souvenir. Alors, le cinéma, la télé, c'est ça, mais le théâtre, on va y revenir à la date du 30 mai 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec José Paul. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Paul, comédien, metteur en scène, à l'affiche actuellement Une idée géniale, qui est un triomphe à Paris après un triomphe, voici quelques années, à Paris et en tournée. Une date importante dans votre vie, mais pas la meilleure nouvelle. Le 30 mai 2022, vous êtes nommé au Molière pour la mise en scène de Berlin. Je crois que c'est l'une de vos 9 nominations. Et comme d'habitude, le Molière vous échappe. Oui. Alors, malgré tout, s'il y a quelques années, on m'avait dit « Est-ce que tu veux un Molière ou est-ce que tu veux une dizaine de nominations ?» J'aurais signé pour 10 nominations. Parce que ça prouve que je suis encore là. J'ai la chance de continuer à faire ce métier. Le plus dur dans ce métier, c'est de ne pas le faire. Oui. Donc, je ne regrette rien. Et si on me dit, bah, tu vas encore avoir une dizaine de nominations, mais tu n'auras jamais de Molière, je signe tout de suite les yeux fermés. Mais c'est pas triste de se trouver dans la salle à chaque fois et se dire, bah écoutez, peut-être... Non, sincèrement non. Et puis, enfin, comment dire, c'est difficile à expliquer, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas, voilà, ça fait plaisir à nos proches, ça fait plaisir à la famille. Mais bon, déjà, c'est merveilleux d'être nommé. Donc je le prends en tant que tel, et puis d'être nommé aussi régulièrement. Mais vraiment, sincèrement, je dis même ma terreur, c'est quand il ouvre le petit papier qui dit « Et le Molière est attribué à José Paul ». Et je me dis, il va falloir monter sur scène et dire quelque chose. Et et à chaque fois, le cœur s'arrête, et c'est un soulagement quand on dit « Ah bah non ». Ah, voilà. On vous appelle le recordman d'ailleurs. Oui, bah écoutez. Parce que je crois que personne d'autre que vous n'a reçu autant de nominations comme comédien ou comme metteur en scène. Oui. Alors, la mise en scène, justement, parce qu'on a parlé du comédien, ça a démarré très tôt au Mathurin avec le Minotaure de Marcel Aimé. Oui. La première pièce importante. Oui, absolument. Oui, c'était Gérard Caillot qui m'avait demandé il était directeur du théâtre des Mathurins.
et il m'avait demandé si je pouvais monter une pièce au Petit Mathurin, et mon choix s'est porté sur le Minotaure, que je trouvais extrêmement réjouissant, et puis ça a été un joli petit succès dans cette petite salle, et puis ça a été un plaisir fou avec ce tracteur quand même qu'il a fallu faire c'était un vrai tracteur qu'il a fallu faire rentrer sur cette scène, quoi. C'était quelque chose d'incroyable. Et en même temps, Marcel Aimé, cette pièce avait été diffusée sur la première chaîne de l'ORTF en 69, le 7 mars, Au Théâtre ce soir. Ah oui. Vous avez été marqué par Au Théâtre ce soir, bien sûr, comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? Vous le regardiez? Ah, mais évidemment, je l'ai regardé. Ben, vous savez, on parlait du noir te va si bien, enfin, mais je pourrais le nombre de pièces que j'ai regardées avec avidité chaque vendredi soir. Et justement, quand Alain Goison a joué au Théâtre ce soir, c'était la première fois que j'allais à Marigny en tant que spectateur et que j'ai assisté justement au tournage de cette pièce. Et oui, non, c'est un souvenir marquant. Et vous saviez comment les spectateurs étaient choisis pour venir assister à Marigny? Vous allez m'apprendre quelque chose. Eh bien, c'était les retraités avec la Sécurité sociale et je ne sais plus quel organisme qui offraient des places à leurs adhérents. Ah oui. Et quand on était retraité, on avait droit à une place gratuite chaque semaine pour aller voir Au Théâtre ce soir. Merveilleux. C'est extraordinaire. Et c'était plein à chaque fois. Ah bah oui. Alors, il y a eu aussi... Marcel Aimé fait partie aussi des auteurs que vous montez, mais qu'on ne connaissait plus dans ces années 80. Non, bon là, le Minotaure est une pièce courte, délicieuse, une fantaisie et résistée, mais il a écrit d'autres pièces. Alors, je sais plus. La mémoire a manqué, mais il y a eu quand même une pièce qui a été montée il y a quelques années, je sais. Il y a eu le Passe-Muraille, adapté par Yvan Covelart et mis en scène par Alain Sachs, et avec Michel Legrand. Absolument. Et Michael Jackson est venu voir la pièce un soir, tout à fait. Et a songé à la monter. Ah oui, au Bouffe parisien. Voilà. Mais sinon, il y avait très peu de choses de Marcel Aimé. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a été remis au goût du jour grâce à la Pléiade, avec son édition. Seulement, il y a eu un problème dans la Pléiade, c'est que l'éditeur a fait une erreur. Il a trouvé sur le bureau de Marcel Aimé 2 textes qui n'étaient pas de lui, qui étaient une copie d'un fan. Et le fan a écrit en disant « Je suis dans la Pléiade, mais c'est pas Marcel Aimé », ce qui a fait un gros scandale. Ah bah, j'imagine. Alors, vous avez eu accès à des grandes salles, il a fallu attendre quelques temps, peut-être parce que vous jouiez beaucoup. C'était la première nomination pour les Molières, c'est pour L'amour est enfant de salaud. Oui, enfin, en tant que metteur en scène. Metteur en scène. Oui, absolument. Là, je parle du metteur en scène. Oui, absolument. C'était L'amour est enfant de salaud. C'était une pièce. C'était Dominique Besnéard qui m'avait apporté cette pièce-là, et c'était Michel Blanc qui avait fait une adaptation merveilleuse de la pièce, mais merveilleuse, élégante, drôle. Enfin, bon, vraiment un talent fou. Et on s'était très bien entendu avec Michel Blanc parce que j'avais beaucoup coupé par rapport à la version originale d'Alain Egbourn, la version anglaise, et la pièce durait 2h45 et j'avais coupé une petite heure avec Michel Blanc. Et j'ai coupé parfois difficilement, c'était tellement drôle, tellement bien. Michel Blanc, dont on va écouter la voix, tiens, pour se souvenir. J'aime surtout jouer la comédie, et jouer la comédie sans a priori de genre. Je crois qu'il y a des bons films et des mauvais films, mais je ne crois pas qu'il y ait de genre supérieur et de genre inférieur. Ça vous correspond finalement, José Paul? Ah oui. La comédie est un noble art. On ne dit pas assez. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est un travail, justement, on parlait du metteur en scène. C'est un travail, je le vois bien même là, encore avec la dernière pièce que j'ai montée, c'est ce travail-là avec les acteurs. C'est quelque chose, la comédie, c'est quelque chose de viscéral, de musical, mais ce qui n'empêche pas une véritable sincérité, de toujours raconter l'histoire. C'est une alchimie à trouver, et cette alchimie, elle est complexe. Et Michel Blanc, il n'avait rien à voir comme auteur ou adaptateur avec le personnage de Jean-Claude Duss qui a fait son triomphe. Non. Mais non, c'était un homme merveilleux, d'une élégance, d'une drôlerie dans la vie. Enfin, et je peux vous assurer que son adaptation d'Egbourn, ça a été, pour moi en tout cas, ça a été le socle du succès de cette pièce. C'est que l'adaptation était formidable. Il y a eu d'autres Egbourn de montée et qui n'ont pas eu ce succès-là. Oui, parce que l'humour anglais n'est pas facile à adapter en français. Du tout. Pourquoi ? C'est très... parce que c'est une autre culture, c'est juste une autre culture, et c'est aussi la force de Michel Blanc, c'est d'avoir adapté sans trahir Alain Egbourn, mais pour nous, public français, d'être totalement accessible. Et ça, pour moi, c'est une vraie prouesse. Alors, il se trouve qu'Alain Egbourn, en France, on ne le connaît pas beaucoup, mais c'est l'un des auteurs britanniques les plus prolifiques.
il a été anobli par la reine Elisabeth. Et cette année-là, il a divorcé, il s'est remarié. Il a dit, j'ai choisi cette période pour que mes deux femmes, mes deux ladies, soient anoblies. C'est assez joli comme histoire. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu d'autres choses que vous avez vécues. Vous avez enchaîné ces nominations entre 2005 et 2007, et il y a des choses très différentes. La Locandiera et la Sainte-Catherine et Chocolat Piment, c'est quand même très différent. Oui. Et à la fois comme acteur et metteur en scène. Oui, la Locandiera, évidemment, étant un grand classique de Goldoni. Là, c'était au Théâtre Antoine et c'était, alors, pareil, une équipe merveilleuse. C'était Alain Sachs qui avait mis en scène ce spectacle. C'était un très gros succès. Et la Sainte-Catherine, qui n'a pas failli se faire, mais moi, j'avais beaucoup aimé cette pièce de Stéphane Wojtowicz et j'avais très envie de la monter. Et on a réussi à le faire. Alors, une pièce qui parle de la guerre de 14. Donc, mais pareil, on était plus proche du pamphlet que de la comédie sociale. Et puis Chocolat Piment, alors c'est une comédie de mœurs de Christine Révéro. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette femme a été élevée dans un cirque avec une famille de circassiens et que ses parents ont créé le zoo des Sables d'Olonne en Vendée. Oui, pourtant je la connais bien, Christine, mais ça je ne savais pas. Et c'est vrai que là aussi, c'est tout à fait différent. À chaque fois, on ne travaille pas de la même façon, José-Paul. Non. Enfin, dans le travail, moi, en tant que metteur en scène, si je prends Chocolat Piment, qui est une comédie humaine, voilà, et comme je vous disais, la Sainte-Catherine, qui est une comédie plus pamphlétaire, mais malgré tout, moi, en tant que metteur en scène, avec mes acteurs, dans la direction, je travaille néanmoins de la même façon sur deux pièces qui sont totalement différentes, dont les deux genres sont presque à l'opposé. Et puis alors, c'est là votre honnêteté, vous avez co-signé certaines pièces, notamment avec Agnès Bourri, et Agnès Bourri a été votre assistante, et vous dites, José-Paul, qu'elle vous a appris l'art du théâtre. Elle m'a appris beaucoup sur la mise en scène, je lui dois énormément. En effet, elle était mon assistante, puis un jour, je trouvais ça injuste qu'elle ne soit que mon assistante, donc on a co-réalisé ensuite certains spectacles à la mise en scène, mais c'est fou, je lui dis toujours, si je suis le metteur en scène que je suis là, je lui dois énormément. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Je pense qu'elle m'a appris peut-être une chose qui est essentielle au théâtre, c'est que tout est important. C'est que souvent on entend, ça, si le public regarde ça, c'est qu'il s'intéresse pas à la pièce. Non, et elle a raison. Tout est essentiel dans la scénographie, dans les accessoires, le réalisme, la véracité des situations. Voilà, c'est pas parce qu'on fait du théâtre que ça ne doit pas être vrai. Donc, elle m'a appris ça, à avoir l'œil partout. Ce qu'elle a, elle a cet œil pointu, acéré sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait. Et vous avez aussi mis en scène une pièce de Barry Aigrédy, ce qui n'était pas évident non plus. Barry Aigrédy, j'ai joué Barry Aigrédy, oui, avec Gérard Caillot et Micheline Boudet. Oui. Avec Micheline Boudet, une pièce, je crois que c'est leur dernière pièce. Oui. Leur dernière pièce qui s'appelait Magic Palace. Exactement. Au théâtre des Matures. Là, j'ai eu la chance, c'est une chance, de jouer avec Micheline Boudet. Vous avez tous ces acteurs que j'ai admirés aux Français et que j'ai eu la chance, on parlait de Jean-Paul Roussillon, de Robert Hirsch, de Micheline Boudet, c'est qu'ensuite j'ai eu la chance de travailler avec eux. Et ça c'est un privilège. Ah oui, un véritable privilège. Alors, il se trouve aussi que Barry Aigrédy travaillait avec Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan avait la réputation, et elle le faisait, de changer des choses quand elle avait envie, et les auteurs n'étaient pas prévenus. Mais vous, en revanche, vous ne changez rien. Et si vous êtes autant engagé par les directeurs de théâtre, c'est que vous avez la réputation d'être un métronome, José-Paul. Oui, c'est-à-dire que déjà, chaque aventure est prête 3-4 jours avant la première. Voilà, ça c'est de toute façon c'est immuable. Alors ça demande 2-3 mois de répétition, mais pour moi il est essentiel que le jour de la première, les gens qui ont payé leur place, ils voient un spectacle fini. Voilà. Mais tous les acteurs le savent, c'est le travail qu'on fait, un texte su dès la première répétition. On n'attend pas, je ne travaille jamais avec le manuscrit à la main, avec les acteurs. C'est une chose, qui savent, qui est essentielle dans mon travail. Et puis évidemment, après le reste, là hier après-midi, j'étais au Théâtre Fontaine et tout se passe très bien. Mais voilà, je suis vigilant surtout. Je veux que le spectacle garde son authenticité. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis et en Angleterre. C'est la méthode américaine et la méthode anglaise. Et d'ailleurs, il y a un metteur en scène avec lequel vous avez travaillé qui est prestigieux, et c'était sa première mise en scène au théâtre, c'est John Malkovich. Absolument, oui, tout à fait. Vous avez travaillé avec Malkovich. Oui, un homme délicieux. Alors c'est assez drôle parce que j'ai failli ne pas faire la pièce.
Donc John m'a rappelé plusieurs fois, et ça c'est l'avantage de ne pas être français. Il pensait que j'étais une grande vedette. donc il m'appelait en me disant mais si, il faut faire la pièce, José, ça serait bien. Donc évidemment je l'ai faite, et je l'ai faite avec grand plaisir, et je me suis merveilleusement entendu avec lui. Voilà. Un homme, voilà, vous savez, quand on parle des Anglais qui sont une espèce d'élégance naturelle, voilà ce qu'il avait, voilà, merveille. La pièce s'appelle Good Canary, je crois, et ça a été un gros succès. Absolument. aussi, puisqu'il a eu, je crois, un Molière, lui. Oui, absolument. Oui. Avec Christiana Reali, avec Vincent Elbaz, avec une équipe d'acteurs merveilleux. Et John Malkovich, d'ailleurs, est francophile. Il a vécu pendant des années en Provence. Et un soir, il est avec Gérard Depardieu. Ils ont bu quelques coups. Et Depardieu dit, tu connais pas Johnny? Hey, on va le voir. Ils ont pris la moto de Depardieu. Et puis Depardieu s'est dit, mais je n'ai plus l'adresse de Johnny. Et il a arrêté les gens dans la rue pour savoir où habitait Johnny. Et ça a marché. Au bout de 5 minutes, il y a des souvenirs comme ça extraordinaires. Alors, il y a aussi... tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est une passion. La passion ne s'éteint jamais? Non, je vous dis la vérité, c'est que chaque soir, là, par exemple, que je sois dans la salle en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur sur le plateau, hier, quand je suis arrivé au Théâtre Fontaine pour voir le spectacle et faire les notes ensuite aux acteurs, quand je suis arrivé, que j'ai vu cette salle pleine à craquer, je reste émerveillé de me dire que tous les jours, au Théâtre Fontaine, c'est complet tous les jours. Je dis, mais ça me fascine. Et le soir, quand ça m'arrive, au Théâtre des Variétés, avant d'entrer sur scène, où les jambes un peu lourdes, un peu, voilà. Mais je me dis, mais quelle chance. Quelle chance. Tu te rends compte, tu joues dans ce magnifique théâtre avec une troupe merveilleuse et la salle est pleine. Ce Théâtre des Variétés qui fait quand même 800 places est plein. Donc, voilà. Donc j'y pense. Voilà, j'y pense quand je suis un peu fatigué. Voilà. Et bien justement, cette pièce, une idée géniale, on va l'évoquer à travers la date de sa reprise, le 12 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec José Paul. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité José Paul. On a évoqué votre carrière de comédien, de metteur en scène, vos débuts. Et le 12 septembre 2024 a repris au Théâtre des Variétés une pièce qui est déjà un triomphe et on va en parler. Une idée géniale, voici la bande-annonce. Oh, c'est Jules, mon frère. Ah non, c'est pas votre frère. Ah bah c'est moi alors. Non. C'est forcément mon frère ou moi. Non. Et c'est là où le suspense commence, parce que cette pièce, je crois que vous en êtes à la 600e représentation. On approche la 700e. Voilà. Mais c'est fou, c'est une histoire de dingue, parce que vous l'avez joué 400 fois à Paris, au Théâtre Michel, je crois. Absolument. Vous l'avez fait en tournée, et là vous revenez. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. C'est aussi, c'est tout le sel de ce métier. C'est quand on travaille sur une pièce, on peut pas imaginer que cette pièce va être le succès qu'elle est, et que ça va durer 3 ans et qu'on va remplir les salles, que ça soit en province ou à Paris. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On crée une pièce et puis 2 mois après, c'est fini. Oui. Un mois plus tard, quelquefois. Oui, voilà. Là, c'est une chance, oui. Alors, il se trouve que cette pièce, c'est Sébastien Castro qu'on a reçu dans Les Clés d'une vie. Et au départ, c'est une idée originale de sosie, parce que c'est une matière fabuleuse pour la comédie. Oui. Alors, Sébastien est on dirait un fan absolu du théâtre de boulevard. C'est son. C'est sa raison de vivre. Oui, Mais ce qui est formidable avec Sébastien, c'est une vraie culture. Enfin, il a failli faire une thèse de l'importance du canapé au théâtre de boulevard. Vous voyez, c'est fascinant. Il connaît tout. Il sait tout. Et évidemment, il connaît bien le théâtre. Connaît bien le théâtre, évidemment, de Feydeau, de Ray-Kounet en particulier. Quand il avait vu la pièce, c'était Les Trois Frères. Je ne sais plus comment s'appelait cette pièce avec Michel Leb qui était au Théâtre des Variétés. Il s'en est évidemment... Trois partout, voilà. Et il s'en est évidemment inspiré pour écrire une idée géniale, quoi. Oui, parce qu'au départ, l'histoire c'est très simple. Il y a un monsieur et une femme et une dame qui visitent un appartement pour le louer. La dame semble avoir une faiblesse pour l'agent immobilier. Là, il va y avoir un enchaînement de sosie. Oui, absolument. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, tout à fait par hasard, moi, le mari de cette dame, je vais croire dans le RER, voir cet agent immobilier, mais en fait non, ça n'a rien à voir, c'est son sosie. J'ai déjà vécu ça une fois dans ma vie, de voir un véritable sosie, c'est assez fascinant. Et donc je vois ce sosie et je me dis, tiens, je vais me servir de ce garçon pour faire croire qu'il est l'agent immobilier et devenir un vrai goujat face à cette femme, pour la dégoûter du petit crutch qu'elle a eu, en tout cas,
voilà. Mais bon, évidemment, comme toujours, les choses vont pas se passer comme prévu. Il y a quelqu'un qui était fasciné par les sosies depuis le début de sa carrière, c'est Philippe Bouvard. Dès 1958, dans une émission avec Michel Arnaud, il voulait faire un concours de sosie. Et ensuite, dans Samedi soir, et je travaillais avec lui, on devait trouver les sosies. Et je vous assure que les sosies de Michel Sardou et Richard Anthony, pendant 10 ans, ils m'ont appelé pour savoir comment ils pouvaient repasser dans l'émission, car ils faisaient des galas comme sosie officiel. Oui, comme sosie, oui, c'est incroyable. Et ils se prenaient pour la star. Oui, évidemment. Alors, vous avez un sosie d'ailleurs, vous? Je ne crois pas. Enfin, Voilà. si, alors peut-être justement le fils de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Voilà. Voilà. Et moi, un jour, c'est Fred Addison, qui était un chef d'orchestre des années 50, qui m'a abordé. Il m'a pris pour Jean-François Kahn et m'a demandé le sommaire des prochaines émissions. Ce que j'ai donné sans problème, d'ailleurs. Alors, le succès de Une idée géniale, ça s'est fait par le bouche à oreille. Oui, comme souvent. Alors c'est une comédie. C'est la force aussi de Sébastien. Alors on a beaucoup travaillé. On a quand même fait 39 versions. Hein. Alors justement, c'est une chose importante. Lorsque vous préparez une pièce, il y a différentes versions. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille là comme la prochaine pièce de Sébastien. C'est-à-dire que je reçois le texte et je ne suis pas auteur. Je suis bon, voilà. Je vois ce qui pourrait fonctionner ou moins fonctionner et je commence à travailler avec l'auteur. Ce qui s'est passé aussi avec Mon jour de chance. Donc je travaille avec les auteurs. Alors en effet, ils m'ont proposé une première version, puis une deuxième, puis une troisième, puis au fur et à mesure, bon voilà. C'est comme ça que sur Une idée géniale, c'est Sébastien qui m'a dit, tu sais qu'on a fait quand même 39 versions à l'écriture. Mais par contre, quand on commence à répéter, ça y est. Mais oui, mais c'est rare ce genre de choses. C'est ce qui fait que je ne monte pas 3 pièces par an. Voilà. Je ne peux pas. Et en même temps, vous êtes acteur et metteur en scène. C'est pas facile. Co-metteur en scène. Oui. Voilà, puisque j'ai fait intervenir Agnès Bourri, justement, pour m'aider à la mise en scène. Bon, il se trouve que tout à fait par hasard, elle ne devait jamais jouer dans cette pièce, parce que Agnès n'a jamais joué au théâtre. Oui. Et puis on a fait une lecture un jour de travail. On lui a demandé de lire le rôle de la voisine parce que on n'avait personne. Et avant de faire les auditions, et puis on s'est dit mais pourquoi on cherche? Elle est là en face de nous. Et c'est comme ça qu'on a demandé à Agnès de jouer le rôle. Elle avait joué dans quelques séries télé, notamment Absolument. Marie-Renaissance dans HéroCorp de Simon Astier. Et elle a eu un Molière avec cette pièce. Première fois, première nomination, et elle, contrairement à moi, elle a été au bout parce qu'elle a eu le Molière. Je ne sais pas si elle était contente, mais en tout cas, elle l'a eu. Elle le mérite en tout cas. Alors, justement, on travaille justement avec 39 versions, mais ensuite à l'instinct. Comment ça se passe, Sébastien? C'était sur scène, vous voulez dire? Sur scène, oui. Ah non, sur scène, là, c'est une mécanique, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a rien de changé, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot de changé chaque soir. Non. Après, on est plus ou moins en connexion entre nous et avec les réactions du public. Je dis bien les réactions. On ne joue pas du tout avec le public. Hein. Moi, le 4e mur, il est fermé. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre nous. Mais évidemment, on entend le public. Donc, seul le public est un autre partenaire, bien évidemment. Mais nous, on continue à raconter la pièce. L'important, je dis toujours, c'est la narration. Oui, Ouais. et une aventure collective, ce que peu de gens font au théâtre. Absolument. Toujours. Et justement, on en parlera peut-être avec l'autre pièce, mais d'une manière générale, j'ai toujours travaillé comme ça. Voilà. Et quelles que soient les pièces, comme Berlin, les dernières pièces, ou même quand j'ai monté La Garçonnière, où il y avait 12 acteurs sur scène, et c'était une grosse entreprise, il y avait un esprit de troupe très fort. Voilà. Et pour moi, ça m'importe. C'est ce que fait Récounet. Chaque fois qu'il crée une pièce, il la joue lui-même pendant quelques mois en tournée en Angleterre. Il peut la faire évoluer avant d'arriver à Londres. Avant d'arriver à Londres. Récounet qui est venu vous voir d'ailleurs un jour. Absolument, mais il est venu sur L'amour est enfant de salaud, il est venu à la couturière, je n'ai pas prévenu les acteurs, parce que je dis ils vont être terrorisés, et alors il parle anglais, je ne suis pas anglophone, donc il y avait un traducteur, j'avais l'impression d'être à l'OTAN, voilà, et on se répondait comme ça, et il était ravi, j'avais très peur, parce que j'avais coupé, avec Michel Blanc, on avait coupé 1 heure, donc et en fait, comme on avait coupé partout dans la pièce, il ne s'y est pas attendu, mais le plus merveilleux, ça a été la femme de Récounet, qui m'a dit, quand le rideau s'est levé, et que j'ai vu le décor, j'ai fait, oh, mais quelle horreur. Et elle m'a dit, à la fin de la pièce, je n'imaginais pas la pièce se jouer dans un autre décor. C'est fou, hein? Parce que la scénographie, pour moi, c'est comme la dramaturgie. La scénographie, si elle dit tout au départ, c'est pas bien. C'est pas, voilà. Le décor a aussi une dramaturgie. Le décor doit vivre tout au long de la pièce. Il doit dire quelque chose tout au long de la pièce. Et puis, ce qui est important, c'est que dans Une idée géniale, comme dans les autres pièces que vous mettez en scène, José Paul, il y a toutes les générations dans la salle. Certains ont dit que le théâtre de boulevard était mort. C'est faux. Ah oui, là, on l'a vécu véritablement. Mais je l'ai vécu même là, avec Berlin, ou même là, avec Mon jour de chance. Et là, maintenant, avec Une idée géniale. On est même halluciné de voir, oui, c'est là, comme on dit avec Tintin, c'est de 7 à 77 ans, mais vraiment, oui, vraiment. Et les jeunes découvrent ça avec bonheur. Oui.
Même Oui. s'ils ne connaissent pas au théâtre ce soir. Parce qu'il y a aussi, les pièces que je montre, c'est qu'il y a toujours, dans la dialectique, il y a une vraie modernité. C'est-à-dire que Sébastien, il fait du théâtre de boulevard, mais là, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas un théâtre de boulevard, on reprend les vieilles ficelles, il y a non, il a cette malice-là, cette intelligence-là, il parle aux gens, c'est-à-dire ce qu'on raconte parle aux gens, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a d'autres pièces notamment, et votre rencontre avec Patrick Hautecoeur a été déterminante, José Paul. Je crois que vous êtes connu avec le Dîner de cons que vous avez joué ensemble. Absolument, et on s'est merveilleusement entendu, tant humainement et artistiquement. C'est un bonheur de partager la scène avec lui. En plus, c'était compliqué, c'était lourd pour lui déjà de reprendre le rôle de François Pignon. Et puis voilà, puis on s'est rapprochés. Et puis quand tout d'un coup, un jour, il m'a appelé en me disant, voilà, on a écrit une pièce avec Gérald Sibleras, qui s'appelle Berlin. Voilà, dis-moi si ça t'intéresse. Je dis, écoute, je suis en vacances là, mais envoie-moi la pièce, je la lis et puis je te rappelle dans une dizaine de jours. Je l'ai lu l'après-midi, le soir même je l'appelais, je disais, je le fais. Et voilà, c'est né comme ça. Mais Francis Weber d'ailleurs a un point commun avec vous, c'est-à-dire que la précision du travail. Lorsqu'il écrit un scénario, il appelle des copains pour le lire et les remarques il en tient compte. Et ensuite, quand les comédiens sont engagés, il passe 8 jours enfermés à la montagne pour faire apprendre le texte même d'un film. Ah oui. C'est moi j'ai vu même sur le tournage. Après chaque scène, on allait au combo, hein. Et puis il disait, voyez, ça va pas, ça va pas, on refait ça. Et tout. Ah non, c'est... Oui. Et Berlin, c'est un énorme succès aussi. Ouais, c'était... Alors Berlin, dès que je l'ai lu... Alors, on peut pas savoir que ça va être un grand succès, mais ce qui m'a intéressé, c'était justement de pas faire ce que j'ai l'habitude de faire. Là, on est dans une comédie d'aventure, on traite d'un fait historique, en l'occurrence la chute du mur, et ça me rappelait certains spectacles de Jacques Fabry. Vous savez, quand il faisait ces spectacles comme Je veux voir Miusov, ces spectacles, et je trouvais qu'on faisait plus ça à Paris, qu'il y avait plus de spectacles de comédie historique, et puis je trouvais que encore une fois, ce qu'ils avaient écrit tous les deux était merveilleux. On a fait un gros boulot, on a fait un gros travail. C'était pas simple, mais on s'est régalé. Et puis le public aussi. Et puis vous avez continué avec Mon jour de chance, qui est à l'affiche actuellement au Théâtre Fontaine. Absolument. Mon jour de chance, ça c'est là aussi il y a eu beaucoup de versions. On a fait beaucoup de lectures et avant de trouver véritablement l'axe de la pièce. Mais ça a été pareil. C'était un risque. Mais comme Berlin. Ce que j'aime bien dans la comédie, justement, ça n'a absolument rien à voir. Berlin et Mon jour de chance, ça n'a absolument rien à voir. Là, on est sur Un jour sans fin avec Mon jour de chance. Oui. Donc, c'est ça aussi qui me passionne. Une idée géniale, on est sur le théâtre de boulevard pur. Enfin, voilà. Ce que je n'aime pas, c'est de reproduire, quand je monte une pièce, de reproduire ce que j'ai fait précédemment. Et votre précision est telle, José Paul, que certains pensent qu'il y a de la magie dans le décor de Mon jour de chance. Oui. Oui. Et aussi même sur Berlin, parce que sur Berlin, il y avait 2 décors importants. Et j'avais dit aux auteurs, justement, je dis, le problème, c'est comment on va passer du premier décor au second décor, qui n'ont absolument rien à voir. Et je dis, moi, j'ai pas envie de couper le robinet. J'ai pas envie d'arrêter la narration. Alors, je leur ai proposé, j'aurais dit, on peut faire quelque chose, c'est une chanson entre les deux. On prend le général allemand, qui va faire une chanson. Et ce qui l'air de rien, il va passer le public sur une autre sphère. Ce qui fait que quand il a fini la chanson, les gens ont beaucoup rigolé, applaudissent et tout ça. Le rideau s'ouvre et tout d'un coup, ils voient un décor mais totalement différent. Ils se disent, mais comment ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils ont été perturbés par cette chanson. Voilà, c'est des toutes petites choses. C'est le principe de la magie. Voilà, le principe de la magie. Et là, évidemment, on a la magie dans Mon jour de chance. Enfin, moi, je pensais pas que ça serait de la magie. Je pensais pas que c'était à ce moment-là. Mais tous les soirs, il y a une onde de choc dans la salle. On dit, mais comment ils font? Voilà, mais comme avec Sébastien sur les jumeaux, hein. C'est pareil, hein, sur une idée géniale. Les gens ne parlent que de ça. Ils me disent, comment vous faites? Vous êtes combien? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la même chose. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent à Toulouse, et ils sont nombreux, parce que c'est notre fief aussi, il y a au Café Les 3T, J'ai envie de toi, qui est votre première pièce que vous avez travaillée avec Sébastien Castro. La première pièce de Sébastien Castro, oui, qui se joue au Théâtre des 3T, où nous avions rodé déjà J'ai envie de toi il y a quelques années, et où nous avions rodé aussi une idée géniale. Voilà, c'est un lieu merveilleux, et puis je salue vraiment la direction de ce théâtre, hein, des gens... Voilà. Et là aussi, quand vous parlez de modernité dans le boulevard, tout part d'une erreur de texto, ce qui n'existait pas jadis. Ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça parle aux gens tout de suite. Voilà, il se sert de ça. Comme ça, il y a une prise absolue sur le spectateur, et du coup, on n'a pas dans un vieux théâtre. Voilà. Et vous n'avez qu'une angoisse, je crois, José Paul, c'est que votre pièce soit la dernière. Même au bout de 10 000 représentations, vous avez encore le trac.
Non seulement j'ai le trac, et puis le jour de la dernière, je parle de l'acteur cette fois-ci, le jour d'une dernière représentation d'une aventure, je me dis, bah oui, c'est peut-être la dernière fois que je joue sur scène, oui. Et ça sera pareil là, quand on va arrêter Une idée géniale fin décembre. Je vais me dire la même chose, bah, c'était peut-être ma dernière pièce, oui. Mais alors vous avez déjà d'autres projets? Oui, mais bon, c'est pas une superstition superflue. C'est une vraie, c'est ancré. Je me dis, oui. Je sais que ce métier, il est fragile. N'oublie jamais cette phrase. Hein, le plus compliqué dans ce métier, on peut parler de tas de choses, c'est de ne pas le faire. À partir du moment où on le fait, tout va bien. Voilà, et tout va bien pour l'instant entre Une idée géniale aux variétés, absolument, avec Bonjour de chance au Théâtre Fontaine et à Toulouse les 3T. Absolument. Et la prochaine pièce de Sébastien, sur laquelle on travaille pour le Théâtre des Variétés en rentrée 26. Et ben voilà, donc vous êtes loin d'avoir terminé. J'espère. Je vous le souhaite. En tout cas, les clés d'une vie, elles sont terminées pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.